Accouche et après, un podcast qui raconte l'enfance et ses grands enjeux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accouche et après. Aujourd'hui, dans Accouche et après, on va parler des mots, du langage et donc du lien. Pourquoi est-ce si important de parler à un tout petit, même s'il ne répond pas encore avec des mots ? Comment se construit le langage ? Et que racontent les difficultés de parole ou d'oralité chez certains enfants ? Pour en parler, nous recevons le professeur Véronique Abadi, pédiatre spécialisée dans les troubles du développement, ancienne chef du service pédiatrie à l'hôpital Necker et responsable du centre de référence Praton, syndrome de Pierre-Robin et troubles de succion-déglutition congénitaux de l'hôpital Necker. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, vous avez consacré votre vie au tout petit. Qu'est-ce qu'un bébé nous apprend sur l'être humain ? Écoutez, ce que je perçois après tant d'années d'expérience avec les petits, c'est leur extrême potentiel. Un bébé, c'est pas du tout une page blanche. Un bébé, c'est au contraire beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer même dans un cerveau adulte, avec une capacité et une soif même d'apprendre. Le cerveau humain à la naissance a soif d'apprendre. Et donc, ce qui est fantastique, c'est qu'il va y avoir une potentialité d'acquisition, de relations qui est extrêmement vaste et extrêmement large. Et ensuite, la vie, les difficultés, j'allais dire, vont introduire du négatif là-dedans. Mais l'enfant, bébé petit, c'est extrêmement positif, bienveillant, allant, avec un énorme potentiel. C'est ce qu'on appelle la plasticité, mais c'est ça que ça veut dire en pratique. Quand est-ce qu'on a réalisé justement qu'il y avait ce potentiel chez le tout petit ? Oh, c'est progressif, hein, c'est beaucoup. Ça a une petite centaine d'années, j'allais dire, un peu. Les gens qui ont compris que le bébé était une personne, Françoise Dolto, les premiers psychanalystes de bébés, hein, dans les années, la fin du 19e siècle, on va dire. Quand commence réellement le langage, en fait ? Est-ce qu'on peut dire qu'un bébé entre dans le langage avant même de parler ? Ah oui, bien sûr. Hein. Le bébé rentre dans le langage avant de parler, bien sûr, puisqu'il acquiert les bases du langage en prénatal. L'oreille du fœtus est mature à peu près à la moitié de la grossesse et franchement fonctionnelle au dernier trimestre. Bien sûr, les sons qu'il perçoit sont parasité par les bruits corporels maternels, par le fait qu'il est dans un milieu aqueux. Hein, mais déjà, la langue maternelle, il en perçoit la musicalité, le rythme, les expressions, même pas au sens émotif bien sûr, hein, mais au sens auditif et de la prosodie, hein, c'est-à-dire le rythme de la langue. Hein, et les bébés à la naissance sont capables de reconnaître la voix de leur mère versus la voix de quelqu'un d'autre. Hein. Je dis la mère parce que c'est pas du tout contre les pères, hein, mais les expériences montrent que c'est la voix de la mère, parce que c'est celle qu'il entend de l'intérieur. Hein. Et vous savez que notre voix, elle résonne autant à l'intérieur de notre corps qu'à l'extérieur. La voix du père est plus éloignée. Et puis on est tout le temps avec, si je puis dire. Le bébé, le ventre, oui. Le père n'est pas toujours toute la journée collé à la maman, quoi. Absolument. Pourquoi vous diriez que c'est si important de parler au bébé ? Est-ce qu'on a réalisé que justement ça avait une importance dans le développement du bébé ? Bien sûr, parce que le langage, il se développe par des étapes successives qu'il faut bien comprendre pour bien intégrer le pourquoi c'est important de parler à un bébé. Le langage, il se développe d'abord avec de l'audition, ça c'est prénatal, ok. Et puis, dès la naissance, il se développe dans la relation. C'est-à-dire qu'un nouveau-né à la naissance, il vous regarde dans les yeux. Et il y a déjà contact. Et qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit « Ouais, tu es beau, nana », ou la maman pleure parce qu'elle vient d'accoucher et elle regarde son bébé dans les yeux à 10 centimètres. Et ça, c'est déjà du langage. Hein. Donc, l'audition, avec l'acquisition dans la première année de vie, sur un potentiel fantastique d'acquisition, comme je vous disais tout à l'heure, l'intégration des phonèmes, des sons, du type de langue. Hein, nous avons des langues qui sont très différentes en fonction des pays, même au sein de l'Europe. Les U français sont pas les OU espagnols, la J espagnole, c'est pas le J français. Tout ça, c'est des choses que l'enfant va sélectionner, va piquer quelque part dans ce qu'il entend pour les intégrer.
le chinois, il y a des an, on, enfin, il y a des... Bref, il y a plus de 7000 langues dans le monde, donc on ne va pas faire le détail, mais pour vous dire que l'enfant, dans la première année de vie, intègre cette phonologie du langage. Et puis ensuite, dans la deuxième année de vie, il va faire le lien entre phonème et concept. Et d'ailleurs, l'aire du langage, qui est dans la partie temporale gauche du cerveau, va assez rapidement être connecté à des zones qui sont des zones, du lien, de la connexion, de la cognition, pardon. Ces connexions, excusez-moi, sont indispensables parce que dans la deuxième partie de la construction du langage, il va y avoir des mots mis sur des concepts. Et qu'est-ce que ça veut dire concept ? Ça veut dire tri des choses. Un verre, c'est un objet. Là, on a une table, on a un verre, on a une chaise. Ce sont des objets de la maison. Si vous montrez des lapins avec des verres, l'enfant, très vite, sait que c'est un animal, que c'est un objet de la maison. Il trie comme ça les choses. Et il va mettre sur toutes ces idées des phonèmes. Lapin, c'est un lapin. Lapin, c'est un son. Et après, c'est un objet. Et cet objet, cette chose, ça va être inanimé dans un livre et ça va être le petit machin qu'on regarde dans un jardin derrière un grillage. Et il va donc intégrer et comprendre et connaître les mots largement avant de les exprimer. Deuxième année. Et à partir effectivement de 18 mois, 2 ans, l'expression arrive. Et ce qui est indispensable pour que ce développement du langage se fasse, c'est la relation. C'est-à-dire que parler, c'est pas simplement additionner des sons, c'est être en communication. Échanger, en fait. Échanger, communication, être avec, converser, être avec. Et donc, ce lien, ce partage d'émotions, cette communication, cette réassurance, ou cette inquiétude, ou cette absence de communication, tout ça, ça peut être dans le positif ou dans le négatif, est complètement corrélé au langage, avant le langage, dans la première année de vie. C'est dingue, on ne se rend pas forcément compte de ça. J'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas su ou qui ne savent pas. Parce que comme l'enfant ne répond pas, enfin le bébé ne répond pas, ça doit être assez... Comment il ne répond pas ? Vous n'avez pas vu de bébé dans votre vie ? Bien sûr qu'il répond. Non seulement il répond, mais il sélectionne. C'est-à-dire que vous avez des expressions devant un bébé, le bébé sourit. Qu'est-ce que ça provoque chez l'adulte normal qui est en face ? Un sourire. Et du coup, le bébé a sélectionné cette expression et la réitère. C'est la spirale ascensionnelle de Winnicott. Donc, bien sûr que si, il y a de la communication et du langage très tôt. Je veux dire qu'il ne répond pas avec les mots, bien entendu. D'ailleurs, ça va avec ce que vous venez de dire. Un bébé comprend les émotions, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il comprend les émotions dans la voix avant même de comprendre les mots, finalement. Oui, absolument. Dans cette musicalité, il y a quelque chose qui est technique. Et ensuite, il y a quelque chose qui est émotionnel. Quand vous dites « mon petit chéri », d'ailleurs c'est amusant, cette prosodie, cette lalali, ce blablabla, la façon dont on s'adresse à un bébé, on le fait sans se rendre compte. Oui, parce que c'est complètement hormonal, c'est complètement naturel. La femme, là encore je dis la femme parce que c'est de la physiologie, je suis désolée, contracte son utérus en postpartum grâce à l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Et cette ocytocine dont elle est complètement envahie, lui donne la compétence, la capacité complètement naturelle d'être dans l'attachement du petit être qui est devant elle. D'ailleurs, c'est marrant, dans les maternités, vous en avez des petits, des gros, des chauves, des chevelus, des bruns, des blonds, des noirs, et la maman trouve que c'est merveilleusement le sien qui est le plus beau, alors qu'il est peut-être très moche, et que la voisine, etc. Et c'est normal. Dans un postpartum où on est quand même vidé, crevé, lessivé au sens propre comme figuré, s'il n'y avait pas ça, ce serait difficile. Et donc voilà, c'est pour ça que cette mélodie, cette émotion passe avant les mots. D'ailleurs, c'est plus important le ton que le contenu, initialement. Si vous vous amusez avec un enfant de 3 mois à lui dire « Mon petit horrible, tu es absolument atroce et je vais te tordre le cou », si vous le dites pour rigoler avec beaucoup de gentillesse, ça va le faire rigoler parce qu'il ne comprend pas les mots, bien sûr, il comprend l'émotion. Est-ce que les petits échanges du quotidien construisent déjà quelque chose ? Alors, les échanges du quotidien sont fondamentaux pour la construction du langage. Là, je parle du post-6 mois. Une fois qu'il a intégré les émotions et les sons, il a besoin de construire le langage vraiment, c'est-à-dire les mots, les comprendre pour les exprimer, faire des phrases, etc. Et ça se construit, j'allais dire, quasiment exclusivement dans la relation. Il y a des études très amusantes qui ont été faites aux États-Unis. Ils ont pris des groupes d'enfants de 9 mois, américains, qui parlaient anglais, et ils ont essayé de voir comment est-ce qu'ils pouvaient apprendre du chinois.
Et donc, ils ont fait 3 groupes d'enfants. Ils ont mis un groupe d'enfants avec une dame chinoise qui leur parlait chinois, un groupe d'enfants avec une vidéo de dame chinoise qui leur parlait chinois, un écran, et un enregistrement audio avec pas la dame, mais uniquement des sons. Et au bout d'un mois, ou je me souviens plus exactement des détails de la procédure de l'étude, ils se sont aperçus que les seuls bébés qui reconnaissaient les phonèmes chinois étaient ceux qui avaient été soumis à la chinoise qui leur parlait, pas un mot d'anglais, que du chinois. Et ça rentrait parce que c'était quelqu'un qui leur parlait. Et pas l'écran. Donc ça laisse intéressant pour la pédagogie de la suite. On pour va le en reparler. futur, pour l'IA. Voilà, l'IA ne peut pas tout, quoi. C'est plus que l'IA, c'est l'image. C'est-à-dire qu'un écran, avec une gentille dame qui vous fait des sourires et qui vous raconte des trucs, ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'échange. Et l'échange, souvent, il est très simple. On s'imagine que la pédagogie, avec un écran, une dame très intelligente qui va vous raconter des choses très compliquées, va rendre les enfants intelligents. Non. C'est « tu as vu le chien ?» L'enfant regarde. « Ah oui !» Il acquiesce, il a vu le chien. Comment il fait le chien ? Le chien fait waouh. Oui, c'est le chien. Il est gentil. Oh, méfie-toi, quelquefois les chiens, ça mord. Regarde, il a une laisse, elle est rouge. Ah oui ? Et l'enfant, comme ça, il ressemble à ton nounours. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est tout l'échange qui est entre les parenthèses, quoi. Oui, c'est surtout un aller et retour. C'est pas unilatéral. C'est-à-dire qu'il faut de l'échange. Et il faut pas parler à un bébé pour lui parler. Il faut dialoguer. On est 2. Et donc, l'enfant va remarquer un truc, ou pas d'ailleurs. Si l'enfant regarde pas le chien, la mère, elle va pas, ou le père, ils vont pas renchérir sur le chien, ils vont parler d'autres choses. Mais ils vont parler des choses que l'on voit ensemble, que l'on partage, que l'on vit ensemble. Et c'est tous les trucs de la vie quotidienne. On met les chaussures, alors le gamin, touk, il marche à 4 pattes, il va chercher ses chaussures. Parce qu'on met les chaussures. Ah, t'as tes belles chaussures aujourd'hui. Oui, ok, ma chaussure, elle est bleue. Et l'enfant prend sa chaussure, chaussure. Tout ça, c'est les petits échanges du quotidien en relation construisent le langage et sont indispensables à ce que ce soit de bonne qualité et pour la suite et même pour aller à l'école et faire des études supérieures. C'est très sérieux, c'est pas uniquement le plaisir de communiquer sur la couleur des chaussures. Et est-ce que raconter des histoires très, très tôt développe aussi l'imaginaire et la sécurité intérieure ? Est-ce que ça a aussi un intérêt de raconter ces fameuses histoires du soir ? Oui, alors raconter une histoire, ça a plusieurs vertus. La première vertu, c'est de conforter ce qu'on appelle l'attention conjointe. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que chez certains enfants qui vont développer des spectres de l'autisme, ça ne marche pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'attention conjointe ? C'est d'être ensemble pour regarder quelque chose qui n'est pas dans le dialogue, qui est un tiers. Donc, on est assis l'un sur les genoux de l'un ou l'un à côté de l'autre et on regarde ensemble autre chose. Et cette autre chose est un petit livre. Donc, 1, l'attention conjointe. 2, on est ensemble, on fait ensemble. C'est pas tu regardes un livre et moi je regarde mon smartphone. On fait ensemble. Du temps de qualité. Du temps de qualité et surtout du temps de partage. Passer ensemble, oui. Et ensuite, dans le livre, il va y avoir plein de choses. Alors là, la mère raconte, l'enfant il pioche. Ce qu'il peut, ce qu'il veut, peu importe, j'allais dire. Là aussi, cette potentialité d'acquis, elle est tellement fantastique que c'est pas très grave ce qu'il en comprend tout de suite. Il va avoir des couleurs, il va avoir des animaux, puis ensuite il va avoir des sentiments, puis ensuite il va comprendre l'histoire, puis après il va apprendre par cœur le texte, d'ailleurs quand on se gourde d'une phrase et vous fait remarquer que c'est pas comme d'habitude. Donc tout ça, ça va se faire progressivement pour plein de concepts, plein d'idées, plein de choses qui sont dans le livre, et ensuite éventuellement son imaginaire, effectivement, parce que il se passe des choses avec, plus ils grandissent, plus il y a des aventures, entre guillemets, et puis ensuite il va pouvoir les regarder tout seul. Et qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête quand il regarde tout seul, là aussi? Il construit plein de choses, son imaginaire, sa créativité. Pourquoi d'ailleurs certains enfants adorent lire et relire le même livre ? C'est assez drôle comme un attachement à ce livre-là, par exemple. Parce que sans doute, il est symbolique d'un moment de partage, que l'enfant il est content de connaître. Il y a une espèce de, là aussi, de spirale ascensionnelle. C'est-à-dire que le parent est fier que l'enfant reconnaisse le livre parce que ça lui démontre que l'enfant comprend. Donc, quand l'enfant va chercher 3 fois le même livre, au lieu que ça énerve le parent et dit « Ah bien sûr, il le connaît par cœur parce qu'il est vachement intelligent, mon enfant. » Donc, il y a une satisfaction partagée. Et l'enfant construit son langage et construit son développement dans une satisfaction partagée et une confiance l'un dans l'autre. Si un enfant rate 1 fois, 2 fois, 3 fois,
il l'abandonne. C'est un enfant réussi une fois, deux fois, trois fois. Il est très content, le parent aussi. Et donc un livre qu'on connaît bien, un, c'est rassurant, deux, c'est satisfaisant pour tout le monde. Et du coup, pourquoi changer, hein? Et puis après, il y a un moment où ça passe, hein, parce qu'effectivement, ça va bien. Une fois qu'on s'est satisfait avec le même petit livre, on a envie d'en changer. Ça dure pas non plus. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez obsessionnel, je trouve, chez les enfants, soit dans les dessins animés ou les livres, de toujours aller chercher le même Après, effet à un temps aux donné. parents Après, là aussi, hein, c'est des petits warnings. Hein. Un enfant qui va être un peu trop en boucle sur qu'un sujet, attention. Cette potentialité, cette soif d'apprendre, elle existe. Il faut la nourrir aussi, voilà. Il faut la nourrir et il faut surtout se préoccuper si on sent que le champ se restreint. Hein, là aussi, hein, maintenant on est dans le dépistage très précoce des troubles du spectre de l'autisme, des retards de langage, etc. Et donc ça, un enfant qui va s'intéresser toujours aux mêmes choses, c'est un petit warning quand même. Donc oui. Et puis là encore, je veux dire, cette capacité d'absorber tout ce qui se passe, on donne un livre, ok, mais l'enfant il va regarder aussi bien une affiche dans la rue, un journal. Oui, c'est décrypter une image aussi d'une certaine manière. Oui, c'est se nourrir de tout ce qu'il y a autour de lui, que tout ça, il a envie que ça prenne du sens, quoi. Il a envie d'organiser tout ce qui se passe autour et que ce soit construit, rassurant, cohérent. En fait, il a besoin de cohérence. Et il a à la fois besoin de cohérence et envie de comprendre et envie de s'ouvrir. Est-ce que vous pouvez revenir sur la spirale ascensionnelle? C'est ce que vous disiez? La spirale ascensionnelle de Winnicott, il y a deux choses. Hein. C'est le fait que dans cette compétence extrêmement large du bébé, il va y avoir sélection. Ça, c'est la plasticité cérébrale, c'est pas Winnicott. Sélection de certaines expressions, de certains sons, qui vont être exprimés par le parent, repris par l'enfant. Et comme il est repris par l'enfant, il est réexprimé par le parent. Et il y a une boucle qui se met en place et qui fait que le reste est un peu éliminé. Il y a un peu une mort neuronale de certaines choses. Hein. Ils ont une potentialité qui est énorme. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'un enfant peut apprendre 3 langues en même temps. Il n'y a pas un adulte qui apprendrait 3 langues en même temps. Hein. Un enfant, un trilingue, vous le mettez avant 2 ans. Hein. Que ce soit le bilinguisme familial ou le trilinguisme, quand on vit en plus dans un pays différent, il faut y aller tout en même temps et il se débrouille avec ça. Donc, ça, c'est la plasticité. Après, la spirale ascensionnelle de Winnicott, c'est la confiance partagée. C'est-à-dire, tu es compétent, donc tu me satisfais, donc je t'aime. Comme je t'aime, je t'envoie des signaux positifs. Comme je t'envoie des signaux positifs, tu es content. Et du coup, tu vas être dans l'envie de découvrir. Et comme tu découvres, tu me fais plaisir, tu te fais plaisir. Et ce plaisir partagé fait que l'enfant se développe en spirale ascensionnelle. Hein. Et c'est aussi vrai dans l'autre sens. Hein. Une mère absente, une mère qui n'est pas là, un père déprimé, des problèmes familiaux, quand il n'y a pas de réponse, ça peut tout à fait être une spirale désascensionnelle. Est-ce que la qualité de la présence compte plus que la quantité de mots, par exemple? Oui, madame. Oui, je pense que c'est pas la peine de parler tout le temps. Hein. La quantité n'est pas importante. Hein. D'ailleurs, il y a des moments où il faut arrêter de parler. Hein. Il ne faut pas être trop bavard non plus. Pas trop bavarder. Hein. Ce qui est important, c'est la qualité de l'échange. Et que ce soit de l'échange. Hein. Vous mettez un môme devant la télévision, ça fait pas la même chose. Hein. Et c'est alors que ça fait du son et de la lumière et que ça peut être extrêmement stimulant, qu'on a l'impression qu'ils sont absolument scotchés, ce qui est vrai, mais ça crée rien. Alors, beaucoup de jeunes parents culpabilisent. Est-ce qu'il faut parler à son enfant pour être un bon parent? Voilà, quel est le bon équilibre? Il faut se faire confiance, il faut être un parent sécure, il faut être un parent... faut pas trop regarder sur Internet tout ce qu'il faut faire. Hein. Je veux dire, c'est assez naturel tout ça. Il faut rester raisonnable dans les conseils. Hein. Quand on est un parent sécure, c'est-à-dire un bébé souhaité, un parent tranquille, qui n'est pas en blues postpartum comme les mères le sont souvent, donc qui est sorti de cette période un peu difficile du postpartum, où quand la maman est en fragilité, l'entourage est important, le père, la grand-mère, tout ça, ça
étaye cette moment de fragilité. Une fois qu'elle a récupéré, le fait même de ce partage, de cette communication, la construit, la structure. Même s'il y a une part de naturel, il y a aussi une part de construction et de réparation de tous les dégâts, entre guillemets, postpartum. Voilà. Donc, soyez présents, occupez-vous de vos enfants, quoi. Point. Il y a pas beaucoup de choses à dire de plus. Hein. Si, peut-être d'écarter les portables. Oui, mais j'allais dire, il n'y a rien à dire de plus, il n'y a rien à faire de plus. Hein. Donc, effectivement, le portable, c'est un vrai problème parce que ça rend la mère absente, tout simplement. Alors, elle s'imagine qu'elle est là, parce qu'elle est là. Elle est là à 10 centimètres. Hein. Mais à partir du moment où elle regarde son portable, et c'est effrayant. Moi, je vois à l'hôpital des mamans qui allaitent leur bébé en regardant leur portable. Je veux dire, si vous allaitez votre bébé en regardant votre portable, vous n'êtes pas là. Et qu'est-ce qu'il regarde un bébé quand il est au sein de sa mère ou quand il est au biberon ? Qu'est-ce que regarde un bébé quand il est au sein ou au biberon ? Les yeux de sa mère. Ils sont en perfusion de regard à regard. Si le regard est ailleurs, qu'est-ce qu'il va chercher, l'enfant ? Il est paumé. Et donc, c'est l'expression, enfin l'expérience du still face qui est hyper connue. Hein, quand vous avez une maman froide devant un bébé, qu'est-ce qu'il fait, le bébé ? D'abord, il l'appelle. Il s'agite, il sourit, il cherche à dire « elle est où, là ?» Et puis, on demande à la mère exprès de rester glacial, still face. L'enfant commence à pleurer, il s'affole, il est inquiet. Troisième phase, il s'extrait, il tourne la tête et il fait autre chose. Il abandonne et il s'autistise, il s'abandonnise. Hein ? Donc, il ne faut pas exagérer non plus, hein, mais une mère sur son portable, un père sur son ordinateur, c'est un parent absent. Et ça, c'est pas bon pour la relation, c'est pas bon pour le langage, c'est bon pour rien. Hein, donc, le portable, c'est une activité comme si on allait faire un jogging. Ok, on n'est pas là, mais on n'est vraiment pas là. Faut pas s'imaginer qu'on est là en n'étant pas là. Et ça, c'est un problème parce que les mères, elles sont... On est happé parfois par les portables, c'est ça le problème. Il faut vraiment être très... Il faut le mettre dans une autre pièce. Il ne faut pas répondre au téléphone. Je veux dire, ces jeunes femmes qui ont leur téléphone greffé dans la main, c'est un vrai problème pour la relation et pour le langage du bébé. Ça, et puis les écrans en fond sonore. Il y a des études très sérieuses, hein, les gens de l'épidémio de Paris-Cité, Jonathan Bernard pour ne pas le citer, qui a montré qu'il y avait une corrélation entre le fait d'avoir la télévision allumée à table et l'éclosion du langage à 2 ans. Hein, le fait d'avoir un fond sonore qui, probablement, pour des raisons, c'est de la statistique, c'est pas de la causalité, il ne sait pas pourquoi, mais ce sont des faits qui sont corrélés sur des populations très larges, des cohortes d'enfants très larges, où probablement le fait qu'il y ait du langage, mais un langage qui n'y est pas partagé, que probablement de temps en temps le parent regarde la télévision et n'est plus à table, donne des retards de langage pour le coup. Dans les écrans, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il y a déjà eu des études justement sur le portable dans la relation parent-enfant ? C'est des études écran. Je ne pense pas que ce soit des études portables, mais le portable est un écran. Mais de ce que je connais, et dans tout ce qu'on fait comme enquête, c'est le temps passé sur ordi, télé, portable, smartphone, iPad. Je ne pense pas qu'il y ait de... Mais bon, tout ça c'est pareil, hein. On n'est pas là. Est-ce que les écrans modifient vraiment l'apprentissage du langage ? Oui. On avait des doutes, il y a même un moment où on s'est dit que c'était bien, il y a même eu dans certains pays l'introduction d'écrans à l'école. Et maintenant, ces grandes études prospectives qui sont animées par des épidémiologistes de grande qualité, c'est très difficile ces études. Hein. Il y a ce qu'on appelle en sciences des facteurs confondants. C'est-à-dire que les enfants qui ont les langages les moins développés sont ceux qui regardent le plus les écrans, mais aussi ceux dont les mères sont les moins éduquées, dont les pères sont plus absents, de milieux socio-économiques plus faibles, etc., etc., où il y a moins de surface dans l'appartement, moins de livres dans l'appartement. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui sont liés entre eux. Donc c'est des biais, c'est des facteurs confondants. Mais les gens dont c'est le métier font des études statistiques en prenant en considération ces biais. Et une fois pris en considération le poids de l'éducation maternelle, du boulot, de machin, de trucs, de tous ces facteurs sociaux dont on sait qu'ils sont très très corrélés au langage, les écrans précoces restent un facteur corrélé au retard de langage. Est-ce que vous voyez, vous, davantage de troubles du langage ou d'interaction précoce qu'avant ou pas ?
Bon, alors moi, je ne suis pas pédopsychiatre, donc je dirais que oui, même si ce n'est pas que mon expérience personnelle, pour 2 raisons un peu, j'allais dire, conjointes. La première, c'est que oui, probablement, les écrans, la vie moderne, le stress, tout ça, altère un peu la relation. Et ça a besoin d'être assez lent, une relation à un bébé. Hein. Ça ne va pas à 1000 à l'heure, quoi. Il faut avoir un peu de temps. Il faut le laisser répondre. C'est ce il qui faut manque le le laisser... plus, oui, voilà. Voilà, réagir. Si on va à 2000, il n'a pas le temps de comprendre, d'échanger. Hein, c'est toujours pareil. Il faut prendre l'écouter, prendre le temps, de l'écouter. C'est pas simplement lui parler, c'est l'écouter. Et la deuxième raison qui fait que probablement la fréquence des difficultés augmente, c'est qu'on les repère plus tôt, qu'on s'y intéresse davantage. Parce qu'on sait que la plasticité cérébrale, elle est également réversible. Ces recommandations sur les 1000 premiers jours, sur 0 écran avant 3 ans... C'est formidable, c'est réversible. C'est ça qui est formidable à dire. C'est pour ça aussi qu'on diagnostique plus tôt, pour qu'on puisse réagir. Formidable. Le dépistage sert à la prévention. Hein. Le dépistage sert au traitement. Et les campagnes d'information, et ce que vous faites, sert à la prévention. Parce que des mamans qui nous écoutent, elles vont faire attention. Quand on dit pas d'écran avant 3 ans, c'est pas d'écran devant l'enfant, mais c'est pas d'écran à table, c'est pas d'écran pour soi. Il faut que les jeunes mères aient vraiment conscience de ce qui se passe. Mais je pense que ça rentre, j'espère. Et alors, comment aider aussi les professionnels de santé à mieux accompagner ces questions de langage aussi ? Les former, ils le sont, mais je crois que la pédiatrie du développement, c'est une vraie spécialité qui n'est pas complètement reconnue d'ailleurs en France. C'est une spécialité en Angleterre, pas en France. Mais développer les PMI, former les puéricultrices, attirer dans ces métiers, qui sont des métiers qui sont absolument fondamentaux, tous ces métiers de l'éducation précoce, et qui sont des métiers pas bien reconnus, très mal payés. La PMI, c'est un fleuron de la santé en France, les protections maternelles et infantiles. Donc, ces gens-là, il faut que ce soit des métiers reconnus, quoi. C'est toujours pareil, hein, c'est une question de choix politique. Où est-ce qu'on met l'argent ? Est-ce qu'on laisse plus de... Ça commence, hein, mais est-ce que les congés de maternité peuvent être plus longs ? Le congé de paternité, ça commence. Ça commence, ça c'est bien. Ça commence. Les pays scandinaves nous ont montré le bon exemple. Hein. Oui, puis ça rend aussi à l'égalité professionnelle, c'est-à-dire qu'un homme puisse aussi partir 1 ou 2 mois, s'absenter aussi 1 ou 2 mois, ça change un peu les mentalités. Tout à fait. Non, ça bouge doucement. Et comment fait-on pour protéger les enfants de la violence sans les effrayer ? L'enfant, à son niveau, il comprend assez vite ce que c'est que la violence. Je vous dis, l'enfant, il est potentiellement bienveillant. Il sait aussi se piquer leurs jouets et se donner un petit nion quand ils sont en crèche. Donc, il sait ce que c'est très vite que l'empathie, la gentillesse et ce qui fait du mal et ce qui est désagréable. Il le perçoit extrêmement vite. Et donc, essayer de lui faire prendre conscience que si quelqu'un lui fait du mal, c'est pas normal, on peut très tôt. Hein, donc, on n'est pas obligé de parler sexualité, par exemple, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si on lui dit, si quelqu'un te fait quelque chose qui est désagréable, si quelqu'un te fait quelque chose qui te fait du mal, si quelqu'un te fait quelque chose qui te donne envie de pleurer, tu en parles à papa et maman. Et ça, il comprend très tôt. Et puis ensuite, si vous voulez parler de la prévention, de la prédation sexuelle, etc., il y a plusieurs âges. Hein. Le petit, très tôt, on peut leur apprendre qu'effectivement, leur intimité, leurs fesses, on ne met pas les doigts dans les fesses, personne ne doit regarder ni toucher tes fesses, ton kiki, ton zizi, tes fesses, je ne sais pas comment, dans la famille, chacun dit ce qu'il veut. Même quelquefois par excès, quand je donne le bain à ma petite fille, elle me dit « Tu touches pas mon kiki ?» Je dis « Non, je ne touche pas ton kiki, ça, il n'y a pas de problème. Hein. » C'est à toi, c'est ta zone. Voilà, c'est ton intimité. Bon, c'est quelque chose qui s'acquiert tôt. Après, pour les plus grands, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès que ça va être des photos, TikTok, etc., mais là, c'est un autre âge, on n'est pas là pour en parler. Et puis, j'ai dit, dernière chose aussi, si on veut être dans la prévention de tout ça, c'est les écouter. C'est-à-dire que la parole de l'enfant, aujourd'hui, contre la parole de l'adulte, jusque très récemment, elle n'a pas de poids. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, c'est une petite hystérique, c'est terrible. Elle raconte des... C'est pas vrai. Parole d'adulte, parole d'enfant, jusqu'à il y a quelques semaines, c'est la parole de l'adulte qui compte. Hein. On l'a lu 1000 fois d'ailleurs ces derniers temps. Parole de l'enfant. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'un enfant inventerait
Et les enfants qui inventent des choses sont très souvent manipulés par des adultes. Ça, c'est les conflits conjugaux. Voilà, papa est méchant, maman est méchante, donc ça, c'est l'enfant en jeu de divorce. Mais ça, c'est une situation très particulière et puis qu'on connaît. C'est quand on voit des parents séparés qui s'auto-accusent, donc là, on est dans le pitching ball avec l'enfant qui sert de ballon. Ça, on stoppe tout de suite. Et d'ailleurs, le conflit conjugal est une maltraitance. Même si on ne touche pas à l'enfant. Mais c'est maintenant dans la liste, donc c'est intéressant. Mais sinon, oui, les écouter. Parce que très souvent, c'est très sibyllin. Parce que justement, les tout-petits, ils ne savent pas ce que c'est que la sexualité. Donc s'il y a quelque chose qui s'est passé d'un peu bizarre, il ne comprend pas toujours tout de suite. Il ne comprend pas, et puis il y a un malaise. Donc il faut être extrêmement sensible et dépister des petits signaux tout à fait modérés. Il faut être sensible aux petits signaux. Voilà. Merci beaucoup, professeur Véronique Abadi, de nous avoir aidés à mieux comprendre ce formidable voyage qu'est l'entrée dans le langage. On retient donc une chose, pour apprendre à parler, un bébé n'a pas besoin d'une application. Il a besoin d'une personne, d'un regard, d'une voix, d'une histoire racontée, d'une conversation, même à sens unique a priori. Le langage naît dans la relation, l'échange. Alors, parlons à nos bébés, chantons-leur des chansons, racontons-leur nos journées, car chaque mot partagé est aussi une façon de leur dire « tu comptes pour moi ». Absolument. Merci. Merci à vous. À très bientôt pour d'autres épisodes d'Accouche et après, le podcast de la Fondation Mustela qui raconte l'enfance et ses grands enjeux. Retrouvez tous les épisodes sur fondationmustela.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.